Mesdames et messieurs, bienvenue à cette première session de l'Université pélagique. Nous sommes aujourd'hui au Salon Halieutis pour sa 7e édition et nous sommes réunis au stand de la COMAIP, la Confédération marocaine des armateurs industriels de pêche pélagique. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème clé qui est l'évolution de la pêche pélagique et de l'impact socio-économique au sud du Maroc. C'est effectivement un thème très important car il touche à l'un des secteurs les plus dynamiques et les plus stratégiques au Maroc et qui est la pêche pélagique. Alors la région du sud, en particulier la ville de Dakhla, se trouve au cœur de cette transformation depuis notamment l'introduction des navires RSW. Et cette introduction a complètement changé la donne au niveau des provinces du sud puisque ça a permis de dynamiser ces provinces en créant de l'emploi, en développant les infrastructures et surtout en augmentant la compétitivité du Maroc sur les marchés internationaux. Bien sûr, cette croissance rapide amène son lot de défis, les pressions sur les écosystèmes marins, la gestion des stocks de poissons et surtout cet équilibre délicat entre rentabilité économique et durabilité écologique qui nous concerne tous. C'est là que le rôle de la COMAIP devient crucial, car non seulement elle se positionne comme visionnaire, mais surtout se positionne comme acteur, apporteur de solutions, pour apporter justement ces solutions qui bénéficient aussi bien au niveau local, aux populations locales, mais aussi au niveau national. Alors avant de commencer ces échanges, j'aimerais présenter brièvement les intervenants. Nous avons le plaisir de recevoir M. Reda Chami, directeur général de King Pélagique, qui est un acteur majeur dans la transformation des produits halieutiques, mais aussi dans l'exportation. En tant que membre actif de la COMAIP, il est à l'avant-garde des initiatives visant à moderniser le secteur et plus précisément, bien sûr, le secteur pélagique. Il partagera avec nous sa vision industrielle et ses réflexions sur l'évolution du secteur. Nous accueillons également M. Bensbaï Jilali, chef du département pêche à l'Institut national de recherche halieutique. Il apporte une expertise scientifique précieuse sur l'état des ressources halieutiques et sur la stratégie de gestion durable, et qui, bien sûr, est essentielle pour préserver l'équilibre écologique et économique des régions du Sud. Nous avons également l'honneur d'avoir avec nous M. Naji Si Mohamed, enseignant-chercheur à l'IAV Hassan II de Rabat. Son expertise académique en gestion de ressources naturelles et en impact socio-économique nous permettra de prendre du recul pour comprendre les dynamiques structurelles à l'œuvre dans le secteur de pêche pélagique. Enfin, nous sommes heureux d'accueillir Mme Fatim Zahra Hassouni, chef de division de la durabilité et aménagement des ressources halieutiques. Elle est directement impliquée dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques pour la pêche durable, qui est bien sûr un enjeu crucial pour concilier exploitation et préservation des ressources. Alors sans plus tarder, ma première question sera à M. Reda Chami. Monsieur Reda Chami, en tant qu'acteur actif de la COMAIP, comment la COMAIP perçoit-elle la transformation du secteur halieutique, bien sûr dans le sud du Maroc, et notamment en matière de qualité des produits pélagiques, de leur compétitivité, modernisation des infrastructures, mais surtout en termes de création d'emplois. À vous la parole. Bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation ici à Corée. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous, autant qu'un acteur majeur au niveau de ce secteur pélagique et aussi autant que membre de la COMAIP. Donc, suite à votre question, la COMAIP considère la transformation du secteur halieutique dans le sud du Maroc comme le principal levier pour améliorer la qualité du produit pélagique. Comme vous le savez, grâce à l'expertise des armateurs et l'adoption de la nouvelle technologie qui est adoptée dans les bateaux RSW, qui représente aujourd'hui plus de 70% des débarquements à Dakhla,
les industriels arrivent à recevoir de la matière première avec une température inférieure à 5 degrés et avec un taux d'histamine qui ne dépasse pas 15 ppm. Cela a permis à tous les industriels d'être conformes à un cahier de charge qui est très strict à niveau international et percer dans les marchés les plus exigeants. D'ailleurs, aujourd'hui, tous les membres de la Comaip, je crois que c'est la seule confédération où les membres sont certifiés. FLINDOF2C, c'est la certification de la pêche durable. IFS BRC pour le marché européen et pour le marché américain, le FDA. Ça serait impossible de se positionner dans de tels marchés si vous n'avez pas une matière première qui est fraîche. Et bien sûr, au niveau de l'infrastructure, le port d'Arlaville, il est réaménagé et modernisé selon le besoin du secteur. Par exemple, au niveau des bateaux RSW, il y a un espace de 500 mètres qui est dédié pour le débarquement, pour fluidifier les opérations des déchargements. Aujourd'hui, on peut se permettre de décharger l'équivalent de 12 bateaux à la fois, entre première et deuxième position, sans avoir un temps d'attente. Bien sûr, effectivement, il y a un troisième point, c'est tout ça, cette modernisation nous a permis de créer de l'emploi, qu'aujourd'hui, dans le secteur de pêche, il collabore à raison de 30% de la population active, et aussi, sans oublier, le grand travail qui a été fait par le ministère de Pêche de nous instaurer des séparateurs avec un débitmètre qui permet de renforcer le contrôle de la capture tout en optimisant et valorisant la matière première. Bien sûr, il y a un autre point, c'est que la Comaip, aujourd'hui, elle joue un rôle très important. Elle veille à avoir un équilibre entre la compétitivité des opérateurs et des armateurs et aussi la durabilité de la ressource. C'est-à-dire que grâce à l'amélioration des infrastructures et l'innovation technologique et l'investissement dans la formation, elle positionne aujourd'hui Dakhla comme un modèle d'économie bleue. Et ce développement, en parallèle de la création des emplois locaux, place la région autant qu'un acteur majeur en partenariat Europe-Afrique-Atlantique, soutenant ainsi une pêche responsable et une croissance économique durable. Merci. Très bien, merci beaucoup Sereda pour ces éclaircissements qui sont très très importants. Ma prochaine question, elle est pour vous, Monsieur Gilali. Quelles sont les principales tendances en matière de stock halieutique? Et surtout, on a bien vu qu'on a beaucoup souffert de changement climatique dernièrement. Et bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de poser la question, comment l'INRAJ fait-elle pour gérer les défis qui sont liés justement à ces changements climatiques? Donc, tout d'abord, donc merci pour l'invitation. Donc, c'est un honneur donc pour l'INRAJ donc d'être parmi vous. Donc, vous savez, donc l'INRAJ c'est soi-disant donc le bras scientifique du département et du monde maritime. Donc, nous, donc le Maroc, alhamdoulilah, donc on était donc dans le cadre de la stratégie Haliotis, on était très bien outillés donc pour observer l'océan, pour développer donc notre relation avec l'océan comme recherche. Donc maintenant, on est à notre disposition aussi navires de recherche. Donc on a des experts, on a des équipes qualifiées, on a des matériels. Donc il y a beaucoup d'efforts qui dédiés à l'océan parce que l'océan c'est la survie pour l'humanité. Donc on sait que
15% du protéine animale, c'est de l'océan. L'océan, il absorbe environ 90% de la chaleur. Oui. Et donc ici, entre 20 et 50% de l'absorption de CO2. Donc c'est quelque chose de très vital pour l'humanité. Donc il est conscient de cette importance. Donc l'INRAS n'a pas managé de développer donc, son travail donc, pour être à la hauteur. Donc si je reviens donc, par rapport à cette pêcherie spécifique qui représente presque 85% des captures donc, marocaines, donc c'est vraiment une pêcherie très stratégique de la part de son poids économique, de son poids socio-économique également, et également de son poids, si je dis, écologique, puisqu'il cible des espèces donc, en bas de chaîne trophique. Donc c'est quelque chose de très important aussi. Donc par rapport donc, à notre intervention, on est parmi les rares pays qui font de prospection par an, par zone. Prospection acoustique. Acoustique, de l'écosystème pélagique, des ressources pélagiques. Et donc c'est quelque chose de très important pour le Maroc et aussi pour l'Afrique, donc dans le cadre des questions des stocks partagés. Donc également, on a des campagnes spécifiques pour certaines phases spécifiques, telles que le recrutement. On a des campagnes spécifiques pour le recrutement parce que, comme vous le savez, le recrutement, c'est quelque chose de très important pour alimenter les pêcheries. Donc c'est des questions très importantes. On a des équipes dédiées donc, au suivi à terre. Donc, il y a des embarquements même à bord du navire RSW, donc, et à l'instar des autres flottilles, bien sûr, donc, pour observer donc, les opérations de pêche, pour voir les rejets, voir le comportement des engins en général. Donc, et également, donc, on a beaucoup d'efforts donc, dans le cadre des organisations régionales pour les questions des stocks partagés. Donc, également, il y a tout ce qui est donc, effort donc, scientifique en matière de donc, tout ce qui est valorisation scientifique des travaux, donc c'est l'écosystème pélagique en général. Donc il y a pas mal d'activités. Donc la pêcherie pélagique, c'est parmi les pêcheries les plus, soi-disant, suivies. Donc et ça, c'est très important. Donc pourquoi ce suivi? Parce qu'on sait déjà que les petits pélagiques, c'est des espèces généralement très sensibles, très variables. Donc vous l'avez souligné, donc aussi bien à l'activité de l'homme qu'au changement climatique. Il faut dissocier. Donc il y a effectivement le changement climatique, mais il y a une variabilité naturelle qui existe toujours là et qu'il y a des marais donc avec le démarrage du vivant. Donc on a la variabilité également naturelle qui est là et également il y a l'effet de l'homme. Donc sur ces trois composantes-là, donc les ressources généralement ils ont des réactions. Ils réagissent parce que donc là je reviens sur votre question sur l'évolution. Vous savez, donc moi j'ai passé 12 ans à Dakhla et donc je me rappelle donc il y avait des périodes où on avait estimé environ 9-10 millions de tonnes pour les petits pélagiques. Donc pendant les années 2004-2005, maintenant on est à 3. Donc le contexte a changé. Donc avant, je me rappelle, la sardine de Dakhla au début on ne le mangeait pas parce qu'on avait 4-5 unités par kilo. Maintenant, on est sur des vingtaines d'unités. Donc, ça démontre à quel point l'océan a changé, la ressource a changé. Donc, excusez-moi, vous voulez dire par là que les sardines étaient tellement grandes qu'on ne pouvait pas les manger à l'époque? Oui. On ne pouvait pas les manger à l'époque. Et maintenant, la taille elle est plus réduite. Donc ça, c'est des réactions biologiques à une capacité qui est là, à des changements environnementaux, à une variabilité naturelle. Et donc voilà, donc ça en termes de biomasse, on n'est plus dans les mêmes niveaux qu'avant. Et l'homme aussi, il soit d'adapter à ces situations. Donc moi, je dis que on doit toujours être attentif à la ressource, ce qui me ramène un petit peu à dire que dans un contexte de variabilité, donc la seule manière de faire, c'est aller dans l'adaptation, aller dans la pêche intelligente. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a toujours une manière d'exploiter d'une manière optimale, durable. Si ce n'est pas sur la quantité,
c'est certainement sur la qualité, sur la manière, la valorisation. Donc je pense que ça, c'est vraiment des questions qui sont très importantes dans le cadre de ce changement qu'on vit. Donc par rapport à l'impact du changement climatique, donc, ce qu'on avait observé donc, dans nos côtes marocaines, qui sont spécifiques, donc on sait qu'on est dans une zone, dans une zone très poissonneuse, avec des systèmes d'upwelling qui vraiment en vertu du vent, donc c'est quelque chose de très important, un moteur pour notre océan et pour notre richesse halieutique. Ce qu'on avait observé, qu'il y avait deux phénomènes soi-disant contradictoires. Il y a le réchauffement des eaux de bassin, il y a toujours un upwelling qui est actif, heureusement. Et avec ce réchauffement-là, donc ça a impacté pas mal de comportements de ressources. On avait donc ça, vous le savez, donc on avait quand même ressenti qu'il y a un comportement, il y a plus de contraction. Donc si je parle de la sardine, il y a un comportement plus côtier que d'habitude. Oui. Il y a l'anchois, la question de l'anchois. Donc il y avait vraiment des épisodes d'anchois, donc à l'instar du Pérou, parce que c'est une espèce très adaptée à un contexte de réchauffement. Il y a également le maquereau, les chanchards, ça c'est des espèces. Donc il y a, dans ce système-là, il y a toujours des perdants et des gagnants. Oui. Donc la sardine, malheureusement, qui est l'espèce la plus importante, il était, je crois, le plus grand perdant dans ce changement-là. Et donc également, on avait observé également qu'il y avait pas mal d'espèces d'affinités tropicales qui ont visité nos eaux. Donc à Dakhla maintenant, vous savez, donc il y avait une exploitation très importante des espèces des thonidés mineurs telles que le sarda, donc la bonita d'oreiller. Donc, et donc voilà, les chanchards, les maquereaux, c'est des espèces opportunistes dans un écosystème chaud. Donc je crois, ces changements-là, comme je disais, on doit s'adapter, on doit être intelligent donc, pour exploiter ces espèces, parce que le changement climatique, ce n'est pas toujours une contrainte, mais il y a également des opportunités qu'il faut saisir. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup Sidi Ali. Donc si je peux retenir un mot, c'est surtout s'adapter, si j'ai bien compris. Donc il va falloir s'adapter, mais par contre, il y a beaucoup de chantiers à venir et il y aura beaucoup de travail surtout sur cette ressource. Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie pour ces informations précieuses. Je passe maintenant à notre ami professeur Mohamed Naji. On a vu l'intervention de M. Reda Chami et on comprend que l'impact socio-économique de la pêche pélagique aujourd'hui, il est indéniable. Mais on a d'un côté la durabilité et de l'autre côté aussi on a les modèles économiques. Donc maintenant, ma question, elle est simple. Comment la durabilité des écosystèmes peut-elle être intégrée dans ces modèles économiques actuels? Très bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous voulez que je parle en arabe ou en français? Comme vous voulez, Sidi. Arabe. C'est Chami le mot. Exactement. De préférence comme ça en équilibre. Arabe et français. العربية والفرنسية. نيجر très bien. طيب شكرا جزيلا لكومايب. سي فاضل وسي الحاج العكوري. سي الحاج العكوري كتربطني معاه علاقه يمكن بزاف الناس ما عارفينهاش. هو البي اف دو ميموار ديالي في 91 درتو في الحسينات هما السفن اللي كانت عنده ديك الساعه فاش كان مازال ارماتور. من تما العلاقه دابا ديال اكثر من 30 سنه، علاقه لله ما فيها لا فلوس لا حتى شي حاجه الحمد لله. وهذا مثال، ولهذا يمكن بعض يتفاجأ علاش كنجي نتكلم لاكوايب اللي عندها اون ريبيوتاسيون شي مرات ماشي هي هذيك. انا غادي نفصل في هذه الامور هذه ويمكن داكشي علاش عيطوا لي النيت. طيب غنهضر بدون لغه خشب، الصيد الار اس دبليو نموذج اقتصادي، موديل ايكونوميك اللي دخل في التسعينات، اللي دخلته الوزاره ما دخلوش المهنيين. هذه القضيه انا ما غادي نرجع لها لانها مهمه بزاف، حيت فاش يوقعوا الازمات كل واحد تيبقى يحاول يلوح ديك لاباطات شوض يلوح على الاخر. اداره كتلوح على المهني تيلوح على الاداره وكتبقى دايره بيناتهم. ما نساوش هذا المعطى. الاداره في ديجا في 2006 فاش بدات كتصاوب بلون بيلاجيك، البروجي ديال بتي بيلاجيك في عهد العنصر جابت المفهوم ديال
شي حاجه ديال المصيادات الجنوبيه السين اللي غيكون فيها بزاف، غيكون فيها الصيد المحلي ولا لا بيش ديريكت، غيكون فيها لا بوان بالنسبه للمصانع الوحدات الصناعيه اللي كاين في الشمال ديال العيون ديال العيون الى اخره. كان مجموعه ديال المكونات اللي جاو تباعا، ماشي كلهم نزلوا في وقت واحد. هذا للتاريخ لانه مهم. جا واحد النموذج ديال واحد السفينه اللي اول مره غيدخل من بين اكبر السفن اللي كاينين ديال الصيد في العالم، اللي كيمارس واحد طريقه الصيد اللي ما داخله علينا، ماشي ما مولفيناش حنا لي ريس دبليو شالوتي بيلاجيك باش يصيد السردين. سيتي اون بروميير، كان تيستعمل في اوروبا الشماليه، كيصيد انواع اللي هي كبيره ياك، الهارون ولا الهارون ولا موري ولا هذا. دونك لي زيسبيس اللي كبار جبناه للسردين، واحد النوع اللي هو مزيان. السي بن سباعيل ذكر قضيه ان شحال هذه كان السردين تقريبا ما تميزوش مع الهارون لان كان كبير صغار. السي سباعيل لان حتى الصيد لا بريسيون دو لا بيش معروفه هذه، ان الا كانت من الصياده عليها اون بريسيون دو بيش كبيره مع المده لا طاي موين الحجم كيصغر. هذا سي اون رياكسيون ناتوريل ديال اولا ما كيبقاش كنعطيوش فرصه باش يوصل حتى لواحد السن كبيره. وكاين واحد رياكسيون ناتوريل ان لي بوبولاسيون كي سون ميس تو ستريس وهذا ما تيبقاوش يكبروا بزاف. سي اون استراتيجي ناتوريل. شوفوا غير الشجر دار كاع الورق ديالو الصغير فاش كيطلع فيه المعيز كيفاش يبقى صغير، ما تيبقاش يكبر بزاف. قلت ان جا داك النموذج بدا كيصيد في الاول افخيتي، من بعد دخل راس المال المغربي مزيان، تشراو السفن ولاو ديال هذا مزيان، ولا عندنا قطاع وطني. طيب هذاك القطاع الوطني في ذاك الوقت فاش كانت التسعينات كان الجنوب الحوت موجود، ما كانش طارح مشكل لان كان بيوماس ما غتصيدهاش غتبقى ضايعه تما، ولا غادي يخصك بداك لا كلوز ديال لو سوربلو ديال لي ناسيونز يوني انك تعطيها للاجانب يجيو يصيدوها. هذا هو اللي كانوا الرواسه كانوا مزيان هذا السياق. دابا فوقاش دابا بانت الازمه دابا ولا شي كيضرب في شي، هو فاش المورد نقص لعده اعتبارات اللي بن سباعي راه فسرهم. موارد امور اللي هي طبيعيه، امور اللي هي بشريه ديال الضغط ديال عدم احترام مخططات التهيئه اللي ادت ان المصياده طبيعي انها غتراجع. هذا القطاع جا داروا استثمارات ضخمه في الارض، في اليابسه، في الوحدات الصناعيه، في الشمال، في اسفي اكادير اكسترا اللي كتطلع لهم الماده الخام، وفي السفن في البحر. استثمار ضخم تيخدم يد العامله كثيره، كيخلق الثروه، كيدير الصادرات. هذا ما عندنا ما نقولوا نموذج موديل ايكونومي. كنتكلم على موديل ايكونوميك اللي كيخرج في الاول كان تيصيد 340 طن في النهار ولا 60 طن في النهار، دابا ولات له 200 و240 طن في النهار، حجم كبير. حتى شي سفينه ما يمكن تجيب لك هذه الكميه، باش خاصك باش تصيد 200 طن راه يمكن خاصك 10 ديال لي سينور باش يجيبوا لك 200 طن. اذا نموذج اقتصادي عنده ايجابيات ديال لا برودكسيون دو ماس. هاد لا برودكسيون دو ماس بقدر ما هي ايجابيه بقدر ما هي سلبيه. انا غادي نرجع للجوانب السلبيه ديالها. بطبيعه الحال انا ماشي كومايب اللي بغى ياك السي الشامي، الا كان شي تعقيب مرحبا بصدر الراس، انا كنتعلم منكم. اذا استمر القطاع. شنو المشاكل اللي غادي يجيو من بعد؟ اذا قلنا انه كان استثمار، كان خلق ثروه، كان خلق مناصب الشغل، الصادرات، واحد النسيج صناعي اللي تبنى على هذا الشيء هذا. العدد الوحدات في اسفي وكان يمكن لهم يسدوك وما كانش بقى كيطلع لهم ديك الماده الخام بالنسبه هذا. لكن هذا النموذج هذا كان عنده لو غوفير. دابا مزيان نتكلموا على هذا لو غوفير، سي تري امبورطون، لان حنا دابا تنظن اننا في واحد المرحله، في واحد المنعطف، ان تورنو كي تري امبورطون. مزيان تكون بزاف ديال الصراحه وبزاف ديال الجرأه وبزاف ديال انا والله الا فرحت ملي سمعتكم جمعتوا لينراش والمينيستير ولا بروفيسيون والونيفرسيتي. سي اون بروميير. سي لا برودكسيون دو كونيسونس. ها لا برودكسيون دو كونيسونس. هكذا كل واحد ليكسبيريونس ديالو، لو بوين دو في ديالو، لونغل دو في ديالو، باش اننا نحاولوا داكشي نشوفوا يمكن نطلعوا منه شي حاجه للمستقبل اللي يستافد منها البلاد ويستافد منها القطاع. طيب اذا قلت ان هذا الجانب الايجابي كان عنده جانب سلبي. مع المده، مع الوقت، مع مرور الوقت، بانوا بعض الظواهر اللي ماشي جيده بزاف صراحه. ما بنات كتبنى واحد السمعه سلبيه عند الار اس دبليو في المغرب. علاش؟ شنو تنقولوا عليكم؟
تنقول لكم عليكم انكم هذيك لا برودكسيون دو ماس اي سا كومباين دو غاسبياج دو لا ريسورس. المخير فيكم تيجيب 50% ديال لا فارين، القانون تيعطيكم 15%، المخير تيجيب 50%. هاد لا كيسيون دو لا فارين انا تنقولها وكنعاود ناكدها، ماشي مشكل ديال لا بروفيسيون بوحدهم، مشكل ديال السردين براسو. راه السردين ماشي هو الواغاون، ماشي هو الموغي، مشكل ديال لونجان. لان ملي كتبدا تصيد وانت كتبومبي التيو الاول التيو الثاني البومبا الاولى البومبا الثانيه، في الاخر معجزه لو وصلت لك السردينه مازال صحيحه حتى درتيها في البواطه. دونك كيكون مشكل ديال المصيد، ديال السخونيه ديال الماء، ديال طبيعه لونجان دو بيش اللي كيبقى يجرب بزاف. اذا كاين واحد العدد هذا اللي كيأديو في اخر المطاف انه كيكون عندنا سكون ابيل لو تو ايزينابل هابط بزاف، هابط اكثر من داك الشيء. داروا المهنيين، انا كان عندي اتصال مجموعه داروا مجهودات باش انهم ينقصوا هذاك لو غاسبياج، يعني داك لو تو نون ايزينابل اللي بالمناسبه راه مزيان، راه تقدر تاكل خضر سو البلون سانيتير il est de très bonne qualité mais il n'est pas usinable. لان لا تكنيك مع ليسبيس مع لو طون دو بيش مع كل شيء كيعطيك على فان كاين هذا الغاسبياج. سي ان دي زونجو ماجور، ان دي ديفي ماجور اللي خص كل شيء يتعاون عليه، لا بروفيسيون اللي نغاش لا ريشيرش باش ديك الساعه يشوف او بيشي كومون بيشي كوم بيشي افيك كيل اونجان، باش ان هاد لا ريسورس اللي دابا اللي دوفيان دو بلوز اون بلو رار ما خصهاش تضيع لنا، تمشي لا فارين تمشي لكذا. وحتى داك الشيء اللي ضروري انه مشى نون ايزينابل نديفلوبيو لاندستري. وهذا الشيء راني عارف بلي غير كنعاود داك الشيء اللي ديجا داروه الناس اخرين سبقونا، ديفلوبي لاندستري دي كو برودوي باش حتى داك اللي كيمشي نون ايزينابل انه تكون عنده اون فالور اجوتي. جو بونس او بيت فود، جو بونس الهيدروليزا ديال هذا، جو بونس بزاف ديال لي زاندستري اللي يمكن يفالوريزيو ديك لا ريسورس اللي ما يمكنناش نديروها في البواطه. المشكل الثاني لي بريز اكسيسوار ولي روجي. انا هذا الكلام على حسابي كنشهد بان داخل الكومايب كاين عده فئات. كاين فئه ديال مهنيين مواطنين وباغيين يخدموا دون لي ريغل وباغيين يحتفظوا على الثروه، وتنظن هادو اللي كيجمعونا وجلسنا هنا تنظن ونقدر نكون، ولكن شهاده انهم اظن على انهم في هذه الفئه هذه اللي تنتكلم عليها. وكاين فئات اخرين اللي مازال خاصهم شويه ديال المجهود باش انهم يخرجوا شويه للضوء ويحسنوا من لي براتيك دو باج ديالهم، لان كاين لي بريز اكسيسوار كاين لي روجي. يمكن نقصوا على شحال هذه، ولكن شحال هذه راه كانوا دي طو اللي هما قباحين بزاف. لان لا بيش دابا دو سود البواسون بلون راه كلشي دابا سون بلو ان سوكري بان الي دون ان ايتا واكل العصا. مشكل اللي يمكن له يتحل، مشكل اللي يمكن له يتحل. انا غنرجع لقضيه لا سيليكتيفيتي اللي هي لو ميتر مو وفي هذا الشيء كامل هو لا سيليكتيفيتي. انا غنرجع عليها من واحد الجهه. دابا نجي لجهه لا كومايب كتشكى من واحد الجهه الاخرى الاداره انها ان دورسيسمون دو لا ريغلمونطاسيون. ما تصيدش هنا، ما تصيدش بلاد الحجر، كحوز العلو، ما تصيدش السردين هنا، ما ديرش دلوت كوتي. الاداريه حتى هي كتجتهد لان حتى هي مسؤوليتها انها تلقى حل لهذا المشكل. هذا لو دورسيسمون دو لا ريغلمونطاسيون إلي مال فيكو بار لا بروفيسيون. حتى هذا تحدي. كاين ريغلمونطاسيون سور لا باز دو كاين لانفورماسيون سيونتيفيك، وشكون اللي غينزل هاد لا ريغلمونطاسيون. اذا دابا هادو تنلخص لكم المشاكل الكبار اللي كاين. غيجي واحد هاد الشيء كامل فاش كتجمعوا كامل شنو كيأدي؟ ان كيولي عندك بيان سور ان كونفلي. كاين ان كونفلي ما بين لا بروفيسيون والادمينستراسيون وما بين لا بروفيسيون ولا بروفيسيون. راك تشوف هاد الاخر فاش نقص السردين بزاف كلشي ولا كيلوح على كلشي المسؤوليه. الار اس دبليو تيلوح على لا بيش كوتيير، لا بيش كوتيير كتلوح على السويلكات، السويلكات تتلوح على الار اس دبليو كتقول لهم كتحبسوا لنا الحوت باش ما يدوش، دايرين ليه باراج كانهم بانيين حيط. فكيكلم طبيعي فاش تكون لي الندره، فاش لا روسوس دوفيان غار لي جون ديك الساعه فاش تكون كثيره راه كلشي واخا كيكونوا لي ديباسمون ما كتبانش، لكن فاش تولي الرصوص قليله كيولي الحساب شي كيتحاسب مع شي، داك الشيء كيولي قليل. دونك خاصو التدبير ديالو يكون بشكل سليم جيد، ويكون التقسيم ديالو بشكل عادل، والتثمين ديالو ما يكونش الهدر ديال الثروه السمكيه. طيب دابا المستقبل انا كملاحظ من برا بان لي
العقده لو نو ديال هذا الشيء كامل كاين فين كاين كله كاين في لا سيليكتيفيتي. هذا هو لا سيليكتيفيتي هي الكلمه المفتاح. انا غنرجع تسمحوا لي غنفتح واحد القوس على القضيه ديال لا سيليكتيفيتي الانتقائيه. شنو هي لا سيليكتيفيتي؟ لا سيليكتيفيتي هو القدره ديال واحد وسيله الصيد ان اونجان ولا اون تكنيك انها تصيد الانواع اللي كتستهدفهم. ما تصيدش شي حاجه بشكل عرضي ما يسمى بالصك عرضي الصيد العرضي ولا لي بريز اكسسوار. ما تصيدش شي حاجه اللي عرضيه وما تصيدش شي حاجه اللي ماشي قانونيه اللي محظوره. تصيد داكشي اللي باغيه تصيد. لا سيليكتيفيتي دابا غنرجعوا للار اس دبليو باش نسقطوا هذا المفهوم على الار اس دبليو. الار اس دبليو لو شالو بيلاجيك ولا سين ار اس دبليو كاين جوج ديال لي زونجان. لا سين elle est présentée comme l'engin idéal. C'est en partie vrai ماشي 100%. Le chalut d'abord, les résolus, monsieur le chalut, la pêche résolue, il est présenté comme étant le diable d'abord. Ce n'est pas vrai du tout. Parce que le chalut pélagique, la classification de l'IFO, les engins de pêche, classé les engins qui sont sélectifs. Mais les engins qui ne sont pas sélectifs. Parmi les engins qui sont sélectifs. ماشي بحال لا سين ولكن شويه تحت من لا سين. كاين واحد لانديس كومبوزيت كندخلوا فيه لا بيش فونتوم لا كونسوماسيون دينيرجي لومبرانت كربون كذا 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 لامباكت. في الاخر كيخرج الكلاسمون فينال هو اكثر من 5 عنده ان انديس اكثر من 5 سور 10. عموما مزيان الى سي بيان ا بيان. اذا فين كاين المشكل؟ علاش هاد القيم نايضه كامله على لي ريزولفي؟ سي دون لا مانيير دوتيليزي لي ريزولفي باش نميزو. ان اونجان يقدر يكون تري سيليكتيف اي سي لي مال يوتيليزي il devient destructeur. Un engin يقدر يكون très destructeur, relativement destructeur, s'il est bien utilisé, on peut réduire. مثلا, contre-exemple, les chaluts démersales, معروف أن عندهم mauvaise réputation. واحد العدد ديال les pays, ils se sont inscrits dans des stratégies باش le chalut démersal ما يبقاش. Vous voulez dire le chalut de fond? De fond, démersal, ou de fond. Dans un horizon de 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. MSC, qui est le standard écologique le plus plébiscité, le plus célèbre, il y a des pêcheries qui se font à l'aide du chalut démersal de fond qui sont autorisées. Ils le label MSC. Ça veut dire, c'est une preuve que le chalut démersal, quand il est bien utilisé, c'est-à-dire, il joue la grime, la trappe, qui essaye de là où il n'y a pas de risque d'augmenter les prix accessoires, qui essaye de faire les saisons où il n'y a pas de risque d'augmenter les prix accessoires, etc. Il peut devenir relativement sélectif. Mais un chalut pélagique, s'il est mal utilisé, il peut devenir très destructeur. Sahara, la zone sud, au large de Dakhla, quand vous avez 60 mètres de fond et que vous avez un chalut qui a une ouverture verticale de 50 mètres, si vous passez à 5 mètres du fond, vous allez attraper du poisson démersal. Vous n'allez pas racler le fond parce que vous risquez de détruire votre engin, mais vous allez ramasser du... Si vous suivez uniquement du macro, d'ailleurs, le macro compte sur le prix accessoire. D'ailleurs, à Sinaji, est-ce que en utilisant la Seine, est-ce que la ressource est en sécurité totale? Est-ce qu'on peut dire ça? Elle n'est pas en sécurité totale. Même avec la Seine, si on utilise des chutes de Seine très importantes, oui. La Seine شي مرات كتجيب لي كراب ومنين جابت الكراب واش الكراب تيعوم الفوق كتجيب لا Seine كتلقاها عامره بلي كراب. Ça veut dire بان يلغاك لو فون ولا كيجيو لاصقين فيها داك لي كورو. Ça veut dire كيلغاك لو فون. Donc même la Seine, quand elle est mal utilisée, elle peut ne pas être... Donc, mais en général, elle accepte la technique, la flexibilité, la manœuvrabilité de la Seine, elle est plus facile, plus aisée. On peut ouvrir une Seine si on constate qu'on a, par exemple, attrapé beaucoup de corbines. On peut arrêter l'opération. Mais chez un chalut, c'est un agrément de pêche qui est très lourd. Le temps de faire un détour, il lui faut beaucoup de distance, etc. Même si d'abord, أنا استفدت بزاف من سي الشامي البارح كان تيتكلم دابا لي نوفوز اوتي لا تكنولوجي نوفيل ديال qui permet une meilleure manœuvrabilité, l'intelligence artificielle, les sonars sophistiqués, etc. permettent d'améliorer. وهنا فين غنجي النقطة المستقبل باش ما نطولش لافونير. ودان لافونير كاين il faut jouer sur la sélectivité. Le point de départ de la sélectivité هو l'INRAS. ماشي لا كومايب. l'INRAS. عطيونا la cartographie très précise des ressources, des profondeurs, l'aire de répartition, le cycle migratoire, fin qui douze, etc. C'est très important.
Vous avez dit, ils sont en train de travailler. Il faut accentuer la cadence. On a beaucoup d'informations. Maintenant, avec les outils de big data, de l'intelligence artificielle, on peut en sortir des merveilles. Les pêcheurs qui peuvent ajuster en temps réel les opérations de pêche pour éviter au maximum de tomber dans le mahdour. المسألة الثانية la Comaïp, un message à l'égard de la Comaïp, une stratégie, 30 ans d'expérience, c'est le moment de faire une pause. Ils reconsidèrent le modèle économique كامل. بهاد 2% prix accessoires, 15% farine, 50% dans la réalité اللي كتمشي ديال الطونو usable مثلا هادشي كامل خاص الجلسه والتفكير فيه. Donc un repositionnement qui commence par interroger le modèle économique, mais aussi l'outil de production. L'outil de production. Je sais qu'il y a beaucoup de réticence. Ils ont investi de l'argent dans les chaluts pélagiques, mais peut-être qu'une autre formule, une autre configuration. ماشي ضروري تكون لا سين بالشكل اللي كنهضروا عليه. أنا ما بغيتش ندخل التفاصيل, il y a trop de choses à dire, mais je pense qu'il est le temps de reconsidérer tout ça parce que c'est un secteur qui a sa place, qui aura sa place. La place d'Yel aura importante parce qu'il remplit une fonction, justement, la taille du secteur, la taille de l'outil de production, il y a sa force pour les questions d'économie de marché, d'économie d'échelle, pour des questions d'approvisionnement des unités qui sont très délocalisées, pour beaucoup de choses. Il a sa place, il aura sa place, mais il y a beaucoup de choses à améliorer, à affiner, le fine-tuning de ce modèle. Je pense que c'est le moment de faire au Shukran de la Koumalade. Merci beaucoup Sinaji pour cet éclaircissement qui était très très riche. J'aimerais bien passer la parole à Madame Hassouni, justement pour faire la transition. Maintenant qu'on a parlé d'adaptabilité et monsieur, si j'ai bien compris, monsieur Naji a incité surtout sur le fait de bien utiliser les engins de pêche. Ça veut dire qu'il y a une différence entre une pratique et un engin. Donc la manière, elle est très très importante. Maintenant, Madame Hassouni, vous qui représentez le ministère, comment le ministère, dans ses politiques publiques, il soutient justement ce segment et l'adoption de la technologie RSW, comme on dit? Si vous pouvez me préciser, s'il vous plaît. Merci, M. Lekkouri. Merci à la Comaï pour l'invitation. Merci à M. Omar Lekkouri et Fed Lekkouri. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, surtout dans le salon Aliotis, qui est sous le thème innovation et recherche au service de la durabilité. Et donc, je vais juste vous rappeler des choses que vous connaissez tous, que le Maroc dispose de 3500 km de côtes, d'une biodiversité des plus importantes au niveau régional et mondial, et aussi dispose d'un courant de Canaries qui est l'un des plus importants en productivité au niveau mondial, ce qui fait que cette zone et ces zones sont riches en poissons. Mais ce poisson doit être utilisé et géré de manière durable pour qu'on le garde pour les générations futures. Donc le poisson pélagique constitue plus de 80% de la production nationale et la sardine à elle seule constitue plus de 70% de la production en matière de petits pélagiques, et ils ont un rôle très important dans la sécurité alimentaire. N'oublions pas ça, parce qu'en utilisant nos ressources, nous devons assurer la durabilité, nous devrons assurer la sécurité alimentaire et nous devrons assurer l'investissement pour les investisseurs. Parce que les gens qui investissent dans ce secteur, ils ont toujours une partie d'incertitude auquel le département a un rôle d'accompagnement des investisseurs et d'assurer leur rentabilité économique en plus de la durabilité. Donc la stratégie Aliotis, lorsqu'il a commencé en 2009, lancé par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, le Maroc ne produisait pas dans cette période une quantité qui était inférieure à 1 million de tonnes. Et on est arrivé à la première position au niveau Afrique, avec une production qui allait jusqu'à 1,6 million de tonnes. Et aussi, donc, avec la diversification de nos marchés à l'export, le développement de notre industrie et le développement de notre infrastructure d'accueil, de commercialisation,
qui a accompagné le secteur. Je vais juste rappeler, M. Nagy a fait ça, mais moi aussi je veux vraiment rappeler l'historique des RSW. Donc l'expérience a commencé dans les années 90 par le lancement d'une opération de l'affrètement. Et cette expérience était une expérience très positive, qui était lancée pour 4 ans, puis repris pendant d'autres 4 ans, qui a réussi. Et durant cette expérience, on a testé qu'est-ce que c'est un RSW. On a amené des bateaux, on a fait l'affrètement. Et c'était des bateaux qui opéraient dans la zone nord. Les Marocains ne connaissaient pas ce type de pêche parce qu'ils utilisaient l'eau, le refrigerated seawater, ça veut dire qu'ils utilisent l'eau de mer réfrigérée ou le bahr al-mubarrad اللي تستعمل باش يgarder le poisson dans une qualité importante. Et donc ce système, donc ça a passé par des périodes, par des succès. Et donc durant la crise du poulpe de 2004, il s'est avéré que ce stock était la solution pour reconvertir les opérateurs qui travaillaient sur la congélation du poulpe vers le petit pélagique. Et là, il y a eu le lancement des amis, il y a eu le lancement des projets. Et depuis le début, le gouvernement et les départements des pêches étaient vraiment très conscients de la durabilité de la ressource, même si ce stock se portait bien. Oui. Et dans cette période, il était sous-exploité. Nous avons opté pour des projets où il y a la liaison entre l'amont et l'aval. Ça veut dire la liaison entre l'outil de pêche et la valorisation à terre. C'était une étape très importante. Donc tous les projets prévoyaient l'accès à la ressource qui était conditionné par la valorisation à terre. Ça, il faut le mentionner. Il faut rappeler l'historique que nous avons passé et nous avons appris mutuellement, ensemble. Ça, il faut le dire. Nous avons grandi ensemble, nous avons évolué ensemble et tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous comptons sur l'amélioration. Je suis entièrement d'accord avec ce qui est dit par M. Nagy et mon collègue M. Msbaïd parce qu'on est dans une autre étape et il faut s'adapter. Il faut avoir de l'aménagement adaptatif. Donc, durant les 10 ans nous avons lancé, on a aussi un historique institutionnel et réglementaire. Le premier décret sur les plans d'aménagement était en 2008. Et c'était le plan d'aménagement des petits pélagiques. Ça, il faut le souligner. Et dans ce décret, on définissait c'est quoi les unités d'aménagement, c'est quoi les espèces ciblées, les outils de pêche utilisés, les engins. Et donc, toute la partie amont qui était vraiment réglementée, les tailles marchandes, les espèces accessoires, etc. Et le premier arrêté a été publié en 2010 et il concernait l'Atlantique Sud et la pêcherie des petits pélagiques de l'Atlantique Sud. Puis après, en 2014, on a lancé l'arrêté des petits pélagiques, le plan d'aménagement des petits pélagiques sur tout le littoral. Et le plan d'aménagement des petits pélagiques est vraiment une expérience très très importante au niveau national et qui a été dupliqué par plusieurs pays. Parce que le Maroc, c'est par la première fois où il a instauré des unités d'aménagement, où il a défini les outils de pêche, où il a expérimenté des outils de pêche nouvelles, une nouvelle technologie, et aussi il a intégré la pêche avec l'industrie, avec la destination, avec l'export. Donc, durant toutes ces périodes, nous avons aussi évolué en matière de réglementaire. Et donc, au début, c'était surtout les trucs génériques et globaux. Et ensemble, nous avons passé à instaurer des repos biologiques. Donc, maintenant, ça fait maintenant 3 ans que le département instaure des repos biologiques pour le petit pélagique. Et aussi, on a commencé à instaurer des fermetures spatio-temporelles. Ça veut dire des zones où on ne peut pas pêcher. Pour cette année, on a même opté pour une zone où on va fermer pour une année. C'est la zone de Tantan qui constitue une zone de recrutement des petits pélagiques qu'il fallait préserver. On a aussi passé pour la réglementation de myline. Donc au début, on était dans un myline moins exigeant, puis après on a adopté un myline qui allait à 8 miles pour les RSW seineurs et à 10 miles pour les RSW chalutiers. Bien sûr, toutes ces mesures que je suis en train de dire ont été élaborées avec la consultation, la concertation et la bonne foi des opérateurs, parce qu'ils étaient preneurs, ils ont testé, ils ont pris ces mesures, mais ils ont aussi
vu le retour sur action, parce que toutes ces mesures, ils avaient des récompenses. Bien sûr, toutes ces mesures étaient dictées par l'évolution du stock des psypélagiques dans le sud, par les changements climatiques et aussi par l'environnement global, par les exigences des marchés internationaux. Surtout. Il faut le souligner, parce que c'est maintenant important. on est passé des exigences normales aux exigences non tarifaires. Maintenant, on a des marchés internationaux qui exigent les aspects environnementaux. Et ça va venir. Donc, De si plus vous en ne plus. respectez la durabilité, si vous ne respectez pas les tortues, les dauphins, etc., vous ne pouvez pas après Forcément. exporter sur ces marchés. Donc, tous ces aspects, nous, on est vraiment conscients. On essaye de développer tout le temps. C'est de l'aménagement adaptatif, comme j'ai dit. Et donc, on est en train, avec notre institut scientifique et avec les professionnels, parce que c'est notre yeux sur le terrain. On a des observateurs scientifiques qui montent à bord de ces bateaux. On a des journaux de pêche qui sont recueillis et des données qui sont vraiment synthétisées, qui nous donnent une vision encore plus détaillée sur la pêcherie pélagique. Maintenant, on a un mapping plus intéressant que ce que nous avons auparavant. Et de là, notre réglementation a évolué, les mesures aussi a évolué. Ça ne veut pas dire que notre tableau elle est blanc, il y a toujours du noir dans le tableau et on essaye de l'ajuster, de l'améliorer au fur et à mesure. Et à la fin, je voudrais souligner que suite à la dernière comité du plan de petits pélagiques tenu en décembre, nous avons prévu de faire des comités avec les professionnels pour discuter de 4 aspects très importants. Et l'un des aspects très importants, c'est la sélectivité, qui a été citée par M. Nagy. Et donc, on a déjà tenu les premières réunions. Ces premières réunions prévoyaient la réglementation par rapport à la sélectivité par rapport à la seine, le chalut, et aussi la taille marchande, parce qu'on va passer du moule vers le centimètre, qui est une unité utilisée à l'international. Il y avait aussi l'aspect relation avec les zones, les périodes et aussi avec la pêche accessoire. Sur cet aspect, nous avons évolué vraiment par plusieurs étapes. Ouais. Nous avons révisé la liste des espèces. Nous avons aussi évolué par rapport aux espèces qui étaient dans la liste interdite ou avec un pourcentage maintenant des espèces qui étaient autorisées pour la pêche, pour éviter les rejets. Donc tout ça, toute la réglementation a évolué pendant des années. N'oublions pas que le rôle de cette flotte au niveau de la zone sud et de nos provinces et aussi en matière d'investissement, de création de la valeur ajoutée, de l'emploi et aussi de l'économie bleue, comme vous avez dit. C'est un écosystème. Actuellement, on est sur des stratégies économie bleue nationales et donc aussi ça représente un modèle qu'il faut améliorer, ajuster et encourager. Merci. Merci beaucoup, Madame Hassouni, pour ces éclaircissements. Et je pense qu'on a pratiquement tracé tous les éléments et les grands aspects de ce secteur. Maintenant, je souhaiterais juste revenir sur des points très importants évoqués par Nagy, qui sont... J'aimerais bien plus de précision de la part éventuellement de Serreda Chami en réponse à M. Nagy concernant la sélectivité, le poisson usinable, pas usinable. J'aimerais bien pour que nos téléspectateurs et le Karim puissent avoir plus de détails et qu'ils comprennent mieux parce que malheureusement, quand on s'est rendu compte en préparant cette émission, quand on dit pélagique, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que le mot pélagique déjà. Donc on aimerait bien plus de précision, expliquer ce que c'est que finalement l'engin de pêche. Quand on parle de sélectivité, on sélectionne entre quoi et quoi. À vous la parole, Serreda. Merci beaucoup, c'est Akouri. Donc, avant tout, je veux, vu que le débat, les gens essaient on met les cartes sur table. Moi aussi, je suis le genre de mettre les cartes sur table. Donc, moi, je veux juste, a priori, de vous faire connaître l'histoire des bateaux RSW. Parce que, malheureusement, le moment où ils sont ciblés. Il faut qu'on comprenne l'histoire, qui m'a dit le docteur Nagy. Oui. Donc,
Moi, ça fait 19 ans que je suis le métier. Les gens qui ne me connaissent pas. J'ai commencé autant que chef d'armement et responsable logistique de 4 bateaux RSW en 2006. Je suis resté pendant 4 ans et demi jusqu'à 5 ans faisant exclusivement ce travail. C'est-à-dire que j'avais pas de tâches à faire au niveau de l'usine. J'avais que les bateaux, gestion des capitaines, gestion de la ressource, gestion d'équipage. L'activité de la pêche. L'activité à 100% de la pêche. Après Aad, je suis entré dans le monde industriel, Aad petit à petit. Donc je connais très bien l'histoire et je veux la partager avec vous si vous le permettez, bien sûr. Donc moi je suis arrivé en 2006 à Dakhla en tant que responsable logistique. On a travaillé. À un moment donné, il y avait presque 3-4 mois de mauvais temps. C'est-à-dire il n'y avait que du vent. 3-4 mois, vous imaginez, nous on était les premiers. King Pelagic était la première société qui a fait la conversion de quota de poulpe à quota de pélagique. Donc vous imaginez un peu l'histoire. Quand vous avez un quota de poulpe, on parle d'une marge de 30-40%. Vous partez à le quota de pélagique où la sardine coûtait 1 dirham le kilo. J'ai des factures pour vous le prouver. Il était 1 dirham 20 le kilo. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait pensé, vu le mauvais temps, il fallait faire cette conversion pour essayer de dynamiser la région. Et pour dynamiser la région, il faut créer de l'emploi. Et pour créer de l'emploi, il faut fidéliser les gens et leur donner du travail chaque jour. On ne peut pas se permettre un jour en disant « Ah, désolé, il y a le mauvais temps, on ne peut pas travailler ». Comme la période de poulpe, il y a des safras. C'est des CDD de 3 mois après ils arrêtent pendant 3 mois. Nous, on ne pouvait pas se le permettre parce qu'on avait une vision, c'est-à-dire de faire Dakhla un tissu économique et un développement socio-économique de la région. Il fallait miser là-dessus, il fallait toujours quelqu'un qui le fasse. Donc, on a commencé à travailler avec les gens de la pêche côtière. On travaillait 1 mois, on s'arrêtait 2 mois. Donc comment on peut, si vous étiez un opérateur économique, comment vous allez pouvoir fidéliser 300-400 personnes alors que vous n'avez pas de matière première? Et pourquoi il y avait ces temps d'arrêt? C'est toujours lié aux conditions... À l'engin de pêche, oui. Parce que quand on parle de la pêche côtière, c'est, comme vous le savez, juste pour vous expliquer un peu scientifiquement parlant, quand il y a le mauvais temps, il y a le banc de poissons. Le banc de poissons, il est éparpillé. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de visibilité des prédateurs. Et quand il y a moins de visibilité des prédateurs, il y a l'effet d'individualisme. C'est-à-dire chaque poisson, il essaie de partir, survivre et s'alimenter tout seul. Donc imaginez un bateau seineur qui va commencer à faire son coup de seine alors qu'il y a un banc de poissons qui ne dépasse pas 5-10 tonnes. Alors ça c'est bien sûr le regard d'un pêcheur et d'un professionnel de pêche, d'un capitaine. Exactement. Et c'est ce que disent d'ailleurs toujours les capitaines sur le comportement de ces bancs de poissons, justement. Exactement. Donc le point qu'il fallait, il fallait ramener des chalutiers pour essayer parce que le chalutier, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il peut partir en chalutage pendant 2-3 heures en train de ramasser le poisson et une fois qu'il a son coup de chalut qui est entre 100 et 150 tonnes, ils peuvent le ramener et le refroidir dans des cuves et le décharger. Donc on était obligé à Dakhla de ramener des bateaux chalutiers pour éventuellement
fidéliser, faire travailler les gens et créer de l'emploi au niveau local. Donc on a ramené des bateaux. On a ramené 2 bateaux, on les a ramenés, on a commencé à travailler. Notre capacité de production était de 50 tonnes. Première sortie, Vous parlez le de bateau. Vous parlez le de bateau capacité de 2006. production à terre. À terre. Voilà. C'est effectivement à terre, bien sûr. Donc 50 tonnes. Donc la première marée, il ramène 300 tonnes. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait louer. Il fallait louer des usines. Des usines de quoi? Des usines de poulpes. Donc pour vous expliquer ce qui s'est passé. Donc à un moment donné, il fallait louer jusqu'à 11 usines de poulpes pour travailler. Et vous imaginez, avec la compétence humaine, c'était un nouveau savoir-faire pour nous. C'était très difficile. D'ailleurs, la première année, on a fait presque faillite. Après, on a essayé de revoir comment faire pour faire un projet intégré. Au lieu d'avoir 11 usines, on a commencé à acheter des terrains, de proliférer juste à côté. Et petit à petit, on a commencé à faire un projet intégré au sein de l'unité. Comme on avait parlé, la période 2006, par exemple, dans notre cas, on avait déchargé l'équivalent de 400 jusqu'à 1000 tonnes par jour. D'accord? On a fait travailler 300 personnes. Aujourd'hui, c'est-à-dire après 19 ans, on décharge 200 tonnes et on peut faire travailler 2600 collaborateurs. Juste pour que vous expliquiez quelle est la valorisation qu'on avait fait. Et tout ça, c'est grâce au bateau RSW, des chalutiers RSW. Parlons de la sélectivité. Aujourd'hui, il n'y a pas un bateau de RSW, chalutier ou seineur, qui n'est pas équipé plus de 3 millions de dirhams d'équipement pour que ça soit la pêche sélective. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous parlez de l'engin de pêche ou ce qui va avec l'engin de pêche? Ce qui va avec. Parce que D'accord. l'engin de pêche, Parce que, c'est un chalutier qui est en train de... Mais il y a beaucoup d'équipements qui sont connectés avec le chalut. Il y a le sonar. Le sonar d'ailleurs, il y a le sonar qui peuvent essayer de localiser le poisson à 5 km². Après, une fois que vous êtes à côté, vous avez le rôle d'un éco-sondeur. Aujourd'hui, les éco-sondeurs, ils arrivent à détecter la taille du poisson, du banc de poisson. C'est-à-dire, avec un flash, vous pouvez savoir combien de pièces par kilo sur le banc que vous allez capturer avant de le capturer. Mais le problème, c'est quoi? C'est effectivement, nous, on parle de la pêche sélective. Comme on avait évoqué avec nos camarades, c'est le dauphin, la courbine. Nous, aujourd'hui, on parle de la pêche sélective, la fausse pêche. Un poisson qui a la même taille que le maquereau. Moi, ma question aujourd'hui, comment on peut faire plus que ça, ce qu'on est en train de faire? C'est-à-dire, on ramène pas plus de 2% de pêche sélective et toutes les espèces qui sont mentionnées sur le cahier de charge, c'est un poisson qui a presque la même taille du maquereau. Donc comment voulez-vous sélectionner et savoir est-ce qu'il s'agit du poisson fausse pêche ou du poisson pélagique? Aujourd'hui, il n'y a pas d'équipement pour ça. Deuxième point, avec tous les équipements qu'on a, plus de 100 mètres de profondeur, on ne peut pas savoir s'il s'agit de sardines ou du maquereau ou du chinchard. Parce que sur l'écran, on a des étincelles, des points, où ils peuvent vous donner une information sur plus ou moins quelle est la quantité. Mais ils ne peuvent pas vous donner l'espèce. Mais une fois qu'il y a plus moins de 60 mètres de profondeur, c'est possible. Aujourd'hui, la sardine qu'on avait ramenée en 2024, c'est de la sardine qui est localisée à 200 mètres de profondeur. Entre 200 à 250 mètres.
où la profondeur totale, elle est de 450 mètres. On parle de la taille. Cette année, on a reçu une taille qu'on n'a jamais vue depuis 8 ans. On a reçu 15% du 6-10 pièces par kilo. On a reçu plus de 60% du 8-12 pièces par kilo. C'est de grandes pièces. C'est des grandes pièces qui sont les meilleures pièces pour bien optimiser, bien valoriser le produit. Tout ça de ce que je suis en train de parler, c'est de parler effectivement des fameuses rumeurs comme quoi le RSW il est destructif. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, la pêche côtière. On parle de la pêche côtière. La pêche côtière à Dakhla, elle a fini son quota. Mais elle a fini le quota, c'est-à-dire qu'elle a très bien pêché. Donc moi, à chaque fois qu'on écoute quelqu'un est en train de dire « Ah non, ils ont bloqué le poisson, il n'a pas laissé le poisson sortir ». C'est pas qu'il n'a pas laissé le poisson sortir, c'est avec le réchauffement climatique qu'il y a aujourd'hui. La température elle a augmenté de 3,7 degrés. Donc automatiquement, le upwelling, qu'on avait le fameux affleurement, comme qu'on le dit en français, la remontée d'eau froide riche en micronutriments, elle s'est délocalisée. Et elle peut encore se délocaliser d'une année à une année. C'est pour ça qu'on n'a pas de visibilité claire qu'est-ce qui va arriver chaque année. Et ça, c'est très important. Donc, le poisson, il est, et que pour le poisson pélagique, surtout la sardine, s'il n'y a pas une température à 17,8 degrés jusqu'à 19, elle disparaît. Donc qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, cette température, elle est à 250 mètres de profondeur. Donc 250 mètres, tous les bateaux seineurs, ils n'arrivent pas à la capturer, tout simplement. Donc, c'est pour ça que la sardine, elle est capturée cette année juste par les chalutiers. RSW. Les chalutiers RSW, bien sûr. D'accord. Donc, juste pour que je partage avec vous des points très importants sur le... Pour, à un moment donné, on parle des zones rocheuses. Attention, les zones rocheuses, il y a beaucoup de fausses pêches, il y a ceci, cela. Aujourd'hui, au niveau des bateaux RSW, si vous n'avez pas un bateau qui dépasse 4500 chevaux, vous n'allez pas pouvoir partir pêcher dans ces zones rocheuses. Parce que automatiquement, vous risquez de perdre votre filet. Et à 70%, vous allez perdre le filet. Pourquoi je parle du filet, du chalut? Parce que le chalut, pour qu'il soit contrôlé et horizontal, il faut une puissance. Une puissance motrice, d'accord. Une puissance motrice. Et cette puissance motrice, il n'y a que 25% des bateaux qui l'ont. Si on va essayer d'arrêter une zone, on va augmenter la pression et l'effort de pêche dans une autre zone. Donc ça, il faut vraiment un vrai plan d'aménagement pour voir quelle est la meilleure solution pour les trois côtés. Parlons des bateaux seineurs. Il faut faire, pour moi, autant qu'opérateur, et comme on a des bateaux de seineurs, et on a 3 bateaux, des bateaux chalutiers. Le bateau seineur, il part toujours dans les mêmes zones pour aller pêcher. Et il ne peut pas se délocaliser. Par contre, le chalutier, il peut partir du nord au sud et dans n'importe quel moment, il peut aller pêcher. Donc imaginez si on fait la conversion de, par exemple, 12 ou 13 bateaux chalutiers à des bateaux seineurs. L'effort de pêche, il va être multiplié par le ratio des bateaux On qu'on parle va... toujours de bateaux seineurs RSW.
moi je parle toujours, quand je parle de Très bateau bien. seineur, c'est bateau seineur RSW. Il y en a bien combien sûr. actuellement aujourd'hui de bateaux sonneurs RSW? Six, Six ou sept 6 ou 7. Très bien. 6 ou 7. Il y a les bateaux chalutiers, je crois que 32. Donc ça veut dire qu'on risque de doubler si on monte à 12 sonneurs. Hein? À 32 en tout. Donc il y a 26 bateaux chalutiers. Très bien. Donc imaginez, ces 26 bateaux, ils commencent à pêcher dans la même zone. C'est-à-dire, C'est-à-dire la zone où il y a du poisson, c'est-à-dire entre 8 à 12 miles. d'accord, juste pour expliquer aux téléspectateurs, les bateaux chalutiers ne pêchent pas dans la même zone que les bateaux Non, sonneurs. les bateaux seineurs, ils pêchent à partir de 8 miles. Ah, maintenant Et les bateaux chalutiers, ils pêchent bien. à partir de 12 miles. D'accord. Mais le bateau chalutier, il arrive à se positionner entre les coordonnées 21 à 25. D'accord. Par contre, les bateaux seineurs, ils sont dans une zone très spécifique qui est de 22. Ils restent que juste en 22. Donc il risque d'y avoir une pression, de pêche, c'est ça ce que de vous voulez dire? pêche qui va être multipliée D'accord. par le nombre de... Et donc ce point des chalutiers, aujourd'hui, si vous connaissez un peu ce qui s'est passé avec le phénomène El Niño, il y a un réchauffement climatique où Pérou, qui est au numéro 1 de production de farine à l'échelle internationale, qui représente 78%. L'année dernière, le poisson, il a presque disparu. Et vous imaginez, c'est un pays où il donne un quota de 2,5 millions de tonnes par trimestre. Du jour au lendemain, Si on compare le avec nous, poisson a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens ils commencent à dire, ah, il y a une surexploitation, il y a ceci, cela. C'est tout simplement avec le réchauffement climatique. La température, elle est arrivée jusqu'à 30 degrés. Et cela, le poisson, tout simplement, il a changé de position. Comment on peut justifier ce que je suis en train de vous dire? C'est qu'en année 2024, il y a l'effet La Niña, c'est-à-dire le refroidissement de l'eau. Donc il y a un retour à la normale. Les anchois, ils sont retournés à leur place. Le poisson qu'ils ont reçu, normalement ils étaient avec un taux de matière grasse qui ne dépasse pas 1,52%. L'année dernière, il est arrivé à 5%. C'est-à-dire, parce que vous connaissez le Pérou, c'est le premier producteur de farine et d'huile de poisson. L'huile de poisson péruvien, la production elle a été multipliée par 3 avec la même quantité de poisson avec la même quantité de poisson comparant qu'on l'année dernière. Et aujourd'hui, tout le monde dit, ah d'accord, d'abord on a compris comme quoi il y a eu la retour à la normale, il n'y a pas de surexploitation, il n'y a pas... Donc pour moi c'est un modèle important. qu'est-ce qui a fait que cet anchois est devenu aussi grasse? Parce qu'on l'a laissé grandir, parce qu'on ne l'a pas pêché Ah, pendant une année. C'est pour ça qu'elle a grandi et on a laissé le temps pour grandir. D'ailleurs aujourd'hui, la sardine qu'on commence à recevoir à Dakhla, elle est arrivée à 20% de matière grasse. 20% de matière grasse, on ne l'a pas vu depuis plus de 5 ans. Il y a une corrélation directe entre la taille et la matière grasse. Donc, parlons de qualité. Quand il y a une augmentation de matière grasse, automatiquement vous ramenez du bon poisson. Et ce bon poisson qui est à 100% usinable. D'accord? Merci. très bien, merci beaucoup aussi, Chami, pour ces précisions. Monsieur Nagy, je vois que vous prenez beaucoup de notes. Est-ce que vous voulez réagir à ces précisions ou sinon je donnerai la parole à monsieur juste après vous. Je ne veux pas réagir, je veux juste remercier Chami de tous ces éléments. Effectivement, j'ai beaucoup pris note, mais après l'enjeu, il est dans
comment démêler tous ces éléments. Voilà. Il a donné beaucoup d'éléments techniques qui sont essentiels, fondamentaux pour servir d'ingrédient comme j'ai dit tout à l'heure, un renforcement de nouveaux positionnements stratégiques de la Comaïp, de l'industrie ou de la filière des petits pélagiques à résolver dans la zone sud. C'est vrai que là, ce que je note aussi, c'est qu'il y a eu récemment beaucoup de transformations qui se sont en train de s'opérer, Oui. aussi bien dans le milieu naturel, mais également dans l'esprit des opérateurs, des professionnels, parce qu'ils sont en train d'adopter de nouvelles technologies, ils sont conscients des défis environnementaux. Pour fermer la boucle et revenir à votre question de départ, effectivement, l'environnement, c'est une composante essentielle dans la décision des opérateurs. C'est quelque chose qu'il faut maîtriser, d'où je renvoie encore une fois la balle à nos amis de l'INRAS, soutenus par l'administration de tutelle, de renforcer, de multiplier l'effort pour nous donner beaucoup plus d'éléments qui peuvent nous servir ensuite à construire des convictions autour de ces problématiques. Très bien. Alors j'ai une dernière question pour Gilali. Parce qu'on parle beaucoup de ce phénomène de pooling, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est qu'exactement le pooling pour que nos téléspectateurs puissent comprendre de quoi on parle? Le pooling, oui. Tout d'abord, donc, merci. Moi, je ne peux pas rester un petit peu indifférent donc, par rapport à certains points soulevés par Sereda, donc, avec tous mes respects. Moi, je crois que la question de durabilité, c'est vraiment une équation multipartite. On a les trois triades, donc on le sait. Donc, la durabilité, c'est écologique, économique et social. Donc ça, c'est... Et c'est là un petit peu la délicatesse de cette équation. Et chacun un petit peu voit cette durabilité de sa propre manière. Et des fois, on le défend d'une manière isolée qui nous empêche un petit peu d'avoir le... Donc je pense que, comme je l'ai souligné, donc, on n'est plus dans les mêmes conditions que 2004-2006. C'est pour ça que vous avez parlé d'adaptabilité. Voilà. D'accord. Donc, d'après ma connaissance de cette pêcherie et de la pêcherie pélagique en général, qu'est-ce qui se passe? Quand on a une biomasse, et ça c'est arrivé en 2022, il y a un effort de pêche et on était là, puis l'année après, on sera dans un autre niveau. Ce qu'on appelle la course aux poissons. La course aux poissons, c'est ce problème-là qui induit tous les problèmes. La course aux poissons, je peux dire que c'est la source des mâles. Quand on privilège la quantité sur la qualité, on est dans des systèmes de pêche, soi-disant, on peut pêcher, sortir quelques heures, pêcher, revenir, donc pour minimiser des carburants avec des grandes quantités. Soi-disant, économiquement, on essaie de tirer donc une opportunité à courte durée, mais c'est malheureusement, ça se passe au détriment de la ressource. Donc, je pense que également, il y a une question qui est importante, c'est que malheureusement, et ça, c'est une vision personnelle, malheureusement, les seineurs, on les appelle des sardiniers, parce que notre culture, ça a été toujours rattaché à la sardine. Oui. Et on avait oublié que l'écosystème pélagique, c'est 5 espèces. Et on gardait toujours cet esprit que la sardine, elle sera toujours là et on doit se développer pour un petit peu donc, bâtir peut-être un modèle économique, si j'ose dire, basé sur principalement la sardine. Mais je pense que maintenant, il faut qu'on change d'esprit et qu'on change de mentalité même économique. Parce que si je reviens à la question d'Anchois, ce qui se passait au Maroc, nous également cette année, on avait une très bonne saison d'Anchois. Malheureusement, on n'a pas saisi cette opportunité du changement, parce que pour l'anchois, d'un point de vue écologique, c'est une espèce à courte durée de vie, il fait 3 ans, c'est une espèce à croissance rapide, et c'est une espèce qui s'adapte
encore plus au changement climatique que la sardine. On sait que l'anchois, écologiquement, il tolère des températures où là, il a une fenêtre optimale entre 18 et 21. Par contre, pour la sardine, on est à 15 à 18. Donc vous voyez un petit peu les... Oui. Et pour le Pérou, effectivement, le Pérou, il y avait un retour extraordinaire des poissons, mais parce qu'effectivement, c'était une opportunité en se basant sur le changement qui sont opérés, sur le réchauffement. Et la pêche d'anchois, effectivement, c'est une pêche très compliquée. Donc si je reviens pourquoi ils n'ont pas pêché d'anchois, parce que l'anchois, des fois, ça peut être au ras du fond. Et pour l'avoir, il faut vraiment avoir de la technicité. Donc au sud, par exemple, à titre au sud, on avait estimé, je pense, il y a 2 ans, une année ou deux, on avait estimé un potentiel de 120 000 tonnes de biomasse. Si on considère un ratio de 3, on est à 40 000 tonnes d'anchois au niveau de la zone sud. Malheureusement, c'est une espèce qui n'est pas exploitée, parce que peut-être il y a d'autres questions, parce qu'il faut avoir un tissu industriel sur place, il faut avoir un système d'exploitation plus adapté. Donc, mais ça, c'est une opportunité. Donc, ça, c'est une opportunité de développement. Et il y a la question du maquereau, du chanchard. Tout ça, il faut comme je disais, il faut qu'on s'adapte. Et plutôt qu'on aille dans... Parce que dans le triade dont je vous ai parlé, si on n'a pas le poisson, si on n'a pas l'écologique, il y a tous les autres niveaux qui vont, bien sûr, Et justement, en transition, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le phénomène de upwelling? C'est très important pour nous. Donc, les upwelling, donc il y a les upwelling et il y a les downwelling. Mais ce qui est important pour nous dans nos écosystèmes, c'est surtout les upwelling, c'est avec nos courants de Canaries et des vents qui soufflent du nord au sud, Oui. des alizés, ce qu'on appelle les alizés, donc c'est le vent des marins, ça, donc les alizés. Donc on a plutôt des masses d'eau qui se déplacent vers le large, en créant une sorte de cuvette. D'accord. Donc vous savez, l'eau, ça surgit bien sûr, il n'aime pas le vide, donc il y a des remontées d'eau profonde. Oui. C'est des eaux enrichies en sels nutritifs, en des sels minéraux qui arrivent à alimenter toute une population phytoplanctonique sur place. D'accord. Et quand on a du plancton, du phytoplancton, on a l'alimentation pour le poisson adulte et jeune. Même les zones de frais sont conditionnées par les disponibilités du phytoplancton pour les juvéniles et pour les petits poissons. Donc, qui fait que voilà. Ce qui fait que nos zones, ils sont très riches. Mais par rapport, si je reviens par rapport au réchauffement, et ça je l'expliquais, à travers nos systèmes, parce que on surveille ce système d'upwelling, donc à travers, on a toute une structure d'océanographie du DSA, ce qu'on avait observé que effectivement, au niveau de la zone sud, on était dans une situation soi-disant un upwelling plus ou moins stable. Par contre, ici, renforcé au nord, et d'ailleurs, c'est ce qui pourrait expliquer un petit peu à un certain moment où il y avait des pêches à Sidi Ifni, à Safi, à Tantan aussi. Donc, mais ce qui est anormal, c'était ce réchauffement des eaux de bassin. On avait un réchauffement au large, et ces eaux de bassin-là, ils continuent un petit peu à se progresser vers la bande côtière. Il a rétréci un petit peu les fenêtres optimales de distribution. Donc. Mais en tout cas, pour l'upwelling, je peux dire qu'on n'avait pas beaucoup de changements par rapport à la moyenne. Ouais. Merci beaucoup, Sidi Jalali. Alors, je voudrais conclure et donner la parole à Madame Hassouni et nous donner, bien sûr, après votre intervention, quelques recommandations. Merci. Merci, Monsieur Fadl. Je vais juste, aussi pour l'histoire, je vais intervenir sur ce qui a été dit par Monsieur Chami concernant le phénomène de Niño et Niña.
Je voudrais juste rappeler que... Non, non, خدام. C'est bon, vous entendez? Je voudrais juste rappeler qu'en 1997, le Maroc a vécu le même phénomène. On voulait investir sur le psy-pélagique et on n'a pas trouvé de poisson. C'était un fait très marquant que nous avons vécu de fait. Oui. Et ça ne veut pas dire que restons positifs, mais Oui. ça ne veut pas dire que ce truc ne peut pas être reproduit. Le truc au Ça niveau peut être cyclique. océanique, c'est cyclique. Très bien. Et les petits pélagiques, ils sont connus à travers le monde que ce sont des poissons très très vulnérables par rapport aux conditions hydroclimatiques. Ça veut dire aux conditions climatiques générales, et aussi aux conditions océanographiques de l'océan. Et bien sûr, ils sont impactés, comme ça a été bien expliqué par M. Gilel. Ça, je voulais juste expliquer et dire ce phénomène, il existait aussi nous. Et peut-être que cette étape que nous avons vécue, c'est une étape qui était moins impactante. Oui. Pour moi, d'abord, l'aménageur doit être un visionnaire. Il faut toujours se projeter dans le futur. Il faut toujours prévoir les choses avant qu'il arrive. Et donc, pour nous, tout ce que nous avons prévu comme mesure d'aménagement et pour éviter la course aux poissons, comme ça a été dit par M. Gileli, on a même instauré une mesure qui était très importante pour les RSW. C'était le plafonnement des captures par marée à entre 200 et 250 tonnes. Et c'était une mesure qui était très importante Oui. Et qui avait un impact aussi par rapport aux visibilités de l'investissement des opérateurs dans ce secteur. Et aussi la fixation de quotas pour les autres segments qui travaillent dans cette pêcherie, notamment le segment des côtiers, des seigneurs côtiers qui travaillent au niveau de Dakhla ou au niveau des autres zones de l'Atlantique centre. Il faut dire que le département aussi a accompagné les opérateurs le long en matière de contrôle, comme ça a été dit par les séparateurs, par les ponts bascules et tous les modes de contrôle qui ont accompagné les investisseurs et les opérateurs dans ce secteur. Un mot d'avenir, next step. Next step, c'est que nous devons travailler ensemble. Il faut vraiment joindre nos efforts. Tout ce qui a été dit par Ça serait votre principale recommandation? Oui, je pense que vraiment travailler ensemble, c'est très important. Et aussi, la deuxième chose, c'est utiliser l'intelligence et l'innovation artificielle maintenant qui est à notre disposition pour avoir de l'information in situ, de l'information en temps réel. Ça, c'est possible maintenant grâce à des caméras, grâce à des choses qui ne sont pas coûteuses et qui vont nous rendre service dans l'avenir. Merci. Très bien, merci beaucoup. Je tiens beaucoup. aussi à vous remercier pour cette thématique, pour cette séance, parce que lorsqu'on communique, on est bien compris. Lorsqu'on ne parle pas, on ne communique pas. Exactement. Les gens ne comprennent pas de quoi on parle. Et là, on reste une énigme. Merci, monsieur Fatou. Très bien, merci beaucoup. Justement, ce n'est que la première session et Inch'Allah, d'autres sessions suivront. D'ailleurs, la deuxième, elle aura lieu demain. Et je tiens à remercier tous les présents et merci beaucoup pour votre production de connaissances généreuses. Et je remercie aussi tous les spectateurs et téléspectateurs. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine session. Merci.